La veille de Noël, papa a envoyé un texto, ne viens pas pour Noël. Tu n'as pas assez de succès pour notre image. Ils ne savaient pas que la directrice générale dont ils avaient besoin pour leur plus gros contrat. C'était moi. Je suis restée silencieuse. Le lendemain, leur PDG a appelé papa, sa voix tremblant sans discontinuer. Je m'appelle Adèle Lefebvre, et la veille de Noël, alors que je finalisais un accord logiciel qui allait transformer tout un marché, mon téléphone s'est allumé avec un message qui m'a figé sur place. Ne viens pas pour Noël. Tu n'as pas assez de succès pour l'image de notre famille. Aucune explication, aucune hésitation, juste ça. Un instant, j'ai fixé l'écran. Non pas parce que les mots faisaient mal, bien que ce fût le cas, mais à cause du moment choisi. Moins de 24 heures avant la plus grande réunion de l'année. Moins de 24 heures avant un accord qui déterminerait l'avenir d'une entreprise cherchant désespérément une bouée de sauvetage technologique. Une entreprise qui croyait encore que le PDG qu'elle courtisait était un homme dans la cinquantaine. Une entreprise qui n'avait aucune idée que la personne menant les négociations, la personne à qui ils envoyaient des courriels depuis des semaines, la personne qui tenait le stylo pouvant les sauver ou les couler, était la même fille qu'ils venaient d'interdire de Noël. Je n'ai pas répondu au message. Je n'en avais pas besoin. Le silence pesait plus lourd que tout ce que j'aurais pu taper en réponse. Au lieu de cela, je suis resté assise un moment, laissant l'ironie s'installer. Après des années à être traité comme le paria de la famille, c'était la limite qu'ils avaient choisi de tracer. Et ils l'avaient choisi à la veille d'un accord dont ils dépendaient plus qu'ils ne le comprenaient. Ils pensaient que je n'avais pas assez de succès pour leur image. Ils n'avaient aucune idée à quel point ils avaient tort. Avant que je vous raconte ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je suis sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. J'avais appris très tôt que les attentes dans ma famille n'étaient jamais subtiles. Grandir sous le nom de Lefebvre signifiait comprendre que la perception passait en premier et que la réalité suivait quelque part derrière. Mon père, Grégoire Lefebvre, avait bâti sa société immobilière sur des présentations soignées, des foules triées sur le volet et l'idée que rien n'importait plus que la façon dont les autres interprétaient nos vies. Ma mère, Suzanne Lefebvre, répétait ces valeurs si often qu'elles sont devenues le scénario tacite de notre foyer, un rappel constant que nous faisions partie d'une performance pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Mon frère, Marc Lefebvre, s'épanouissait dans ce scénario. Moi, non. De l'extérieur, tout semblait facile pour lui. Il portait la confiance de quelqu'un élevé pour croire que le monde ferait la moitié du chemin pour lui. Ce n'était pas de l'arrogance au début. C'était du conditionnement. Chaque réussite qu'il atteignait devenait un autre motif de fierté pour mes parents, une autre histoire qu'il récitait lors des dîners et des événements caritatifs. Pendant ce temps, tout ce que je faisais qui ne correspondait pas à l'image qu'il préférait tombait simplement dans le silence. J'ai appris ce qui comptait pour eux, non pas par ce qu'ils célébraient, mais par ce qu'ils ignoraient. Mon intérêt pour la technologie s'est manifesté tôt, mais il ne correspondait jamais à la performance qu'ils voulaient. Tandis que Marc était guidé vers les déjeuners d'affaires et les programmes de direction, on m'encourageait discrètement à garder mes options ouvertes, ce qui signifiait en réalité abandonner tout ce qui n'améliorait pas notre réputation. Mon père parlait rarement directement de mes choix, mais ses silences étaient plus vifs que des mots. Ma mère comblait le silence par de douces réorientations, disant aux connaissances que j'étais encore en train d'explorer, même quand je savais exactement ce que je voulais. Quitter la maison après l'université n'a pas été dramatique. C'était calme, presque procédural. J'ai fait mes valises, réservé un aller simple en bus pour Paris et n'ai informé mes parents qu'après mon arrivée. Je me suis dit que la distance rendrait leurs attentes plus petites, et pendant un certain temps, ce fut le cas. Le défi était de survivre assez longtemps pour profiter de cette distance. Paris était chère, compétitive et indifférente. Ce qui me manquait en certitude, je le compensais par la détermination, acceptant des contrats que personne d'autre ne voulait tout en acquérant les compétences nécessaires pour construire quelque chose à moi. Quand l'argent se faisait rare, Diane Moreau, la sœur aînée de ma mère, m'a offert sa chambre d'amis sans question ni commentaire. Elle ne se souciait pas de l'image. Elle se souciait des gens. Ce contraste à lui seul était comme une bouffée d'oxygène. Vivre avec Diane m'a donné assez de stabilité pour me concentrer sur l'idée qui allait devenir Horizon Bleu. Tout a commencé sur un ordinateur portable emprunté à sa table de cuisine, rien de plus qu'un concept brut qui résolvait un problème pratique de gestion immobilière. J'écrivais du code pendant la journée,
travaillait le soir dans une entreprise de logistique et dormait par courtes périodes fragmentées qui me semblaient pourtant productives. Les progrès étaient lents, mais ils étaient là. Un programme pilote réussi s'est transformé en 3, et le logiciel a mûri à chaque itération. Quand j'ai finalement créé l'entreprise, je l'ai fait discrètement, en utilisant une variation de mon nom qui évitait une attention inutile. Je ne me cachais pas des opportunités, j'évitais le poids familier du jugement familial. Des investisseurs se sont joints. La plateforme s'est étendue, et Horizon Bleu s'est transformé d'un projet parallèle en une entreprise avec son propre élan. Je suis devenue sa directrice générale parce que personne d'autre ne comprenait son architecture comme moi. Le titre n'était pas symbolique. Il a été gagné une nuit épuisante à la fois. À mesure que l'entreprise grandissait, le besoin de structure augmentait. C'est à ce moment-là que Chloé Tran m'a rejointe en tant qu'assistante. Elle avait un talent pour remarquer les petits détails que les autres négligeaient, et elle s'est rapidement adaptée au rythme que j'imposais. Avec son aide, je suis passé du mode survie à l'expansion stratégique. Horizon Bleu a commencé à attirer des clients bien au-delà de la région, et notre plateforme a évolué pour devenir quelque chose de plus grand que ce que le marché attendait. La découverte que Lefebvre et Fils était entré dans notre liste de prospects est arrivée un après-midi par ailleurs ordinaire. Chloé m'a remis une liste de demandes de partenariat à venir, et je les ai parcourues sans attente particulière. Voir le nom de l'entreprise de ma famille parmi elles semblait surréaliste, comme si deux mondes que je gardais séparés étaient entrés en collision sans avertissement. La demande n'était pas personnelle. C'était purement commercial. Ils avaient besoin d'une refonte logicielle pour moderniser leur portefeuille, et Horizon Bleu était le fournisseur le plus viable sur le marché. Ils n'avaient aucune raison de soupçonner qui dirigeait l'entreprise qu'ils sollicitaient. Pendant plusieurs minutes, je n'ai pas bougé. Non pas à cause du choc, ni du sentiment, mais de la prise de conscience que tout ce qu'ils avaient méprisé en moi était devenu quelque chose dont leur entreprise dépendait maintenant. Ce n'était pas un triomphe. C'était de la clarté. Horizon Bleu s'était élevé par son propre mérite, et pour la première fois, j'ai vu la distance entre ce que j'étais censé devenir et ce que j'étais réellement. Le document est resté ouvert sur mon écran longtemps après ce moment. Ce qui m'attendait n'était pas encore évident, mais une chose était certaine, la version de moi que ma famille avait choisi d'ignorer n'existait plus. La semaine qui a suivi cette découverte est passée rapidement, chaque jour s'enchaînant au suivant à un rythme qui laissait peu de place à l'hésitation. Au sein de Horizon Bleu, la saison d'expansion signifiait une vague de propositions, de projections et de réunions stratégiques qui exigeaient mon attention. Pourtant, le nom sur cette demande persistait en arrière-plan comme un accord non résolu. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Chloé Tran, jusqu'à ce qu'elle entre dans mon bureau un matin, portant une autre pile de dossiers de partenariat. Ces mises à jour étaient routinières jusqu'à ce qu'elle mentionne un nouvel horodatage sur un dossier de Lefebvre et Fils. Selon les notes, leur demande était passée d'une enquête préliminaire à un suivi urgent. Ils voulaient accélérer le processus d'évaluation et obtenir une réunion avec la direction de Horizon Bleu avant la fin de l'année fiscale. Cette urgence à elle seule en disait plus que n'importe quel rapport officiel. Les entreprises ne poussent pour des signatures rapides que lorsque quelque chose bouge sous la surface. Et dans l'immobilier, les changements étaient rarement mineurs. Je connaissais assez bien le marché pour comprendre ce que cela signifiait. Lefebvre et Fils avaient bâti son héritage sur des revenus prévisibles, mais le secteur avait évolué plus vite qu'il ne l'avait prévu. Sans modernisation, il risquait de devenir une relique du passé. Le fossé entre leur modèle traditionnel et l'infrastructure numérique émergente s'était creusé, et Horizon Bleu offrait un pont qu'ils ne pouvaient plus se permettre d'ignorer. Leur demande n'était pas un compliment. C'était une bouée de sauvetage. Pourtant, l'idée qu'ils se tournent vers quelque chose que j'avais bâti créait une tension à laquelle je ne m'étais pas préparé. La logique me disait de traiter leur demande comme n'importe quelle autre, évaluer la portée, aborder les risques et déterminer si le partenariat correspondait à notre stratégie à long terme. L'émotion suggérait quelque chose de plus compliqué. Je n'étais pas intéressé par la vengeance, mais je n'étais pas non plus intéressé à répéter d'anciennes dynamiques sous une nouvelle bannière. S'ils voulaient ce que Horizon Bleu offrait, les conditions seraient claires et contrôlées par moi. Plus tard cet après-midi-là, je me suis éloigné de mon bureau et j'ai fait une courte promenade dans le couloir silencieux qui surplombait la ville. La distance a aidé à calmer mes pensées. Il ne s'agissait pas de l'approbation de ma famille ou de leur perception de ma valeur. Il s'agissait de la bonne gestion de mon entreprise, de mon travail et des limites que j'avais appris à protéger. Quelle que soit la décision que je prendrais, elle devait venir de cet état d'esprit centré,
et non des échos d'années passées à essayer de rentrer dans un moule conçu pour quelqu'un d'autre. Ce soir-là, je suis allé rendre visite à Diane Moreau. Elle m'a accueilli avec sa chaleur habituelle, m'offrant du thé et un espace où le silence ne portait aucune attente. Je ne lui ai pas donné de détails, mais j'en ai expliqué assez pour qu'elle comprenne qu'une ligne entre mon passé et mon présent s'était estompée d'une manière que je n'avais pas anticipée. Diane n'a jamais offert d'instructions, seulement de la clarté. Elle m'a rappelé que construire quelque chose de significatif signifiait souvent affronter ce qui semblait autrefois impossible, et que le pouvoir n'était pas la capacité de blesser, c'était la capacité de choisir différemment. Ces paroles m'ont accompagné sur le chemin du retour. Si Lefebvre et Fils voulaient accéder à Horizon Bleu, ils suivraient un processus respectant les normes que j'avais établies. Pas d'exception, pas de raccourci, et certainement pas d'effondrement des limites pour accommoder les schémas mêmes que j'avais passé des années à désapprendre. Le lendemain matin, j'ai informé Chloé que toute discussion future avec Lefebvre et Fils nécessiterait une rencontre en personne avec la direction exécutive de Horizon Bleu à notre siège. La demande n'était pas inhabituelle dans les négociations d'entreprise, mais le ton ferme qui la sous-tendait garantissait que le message ne serait pas mal interprété. Un partenariat de cette envergure exigeait de la transparence, et j'avais l'intention de l'établir dès le départ. Chloé a transmis l'exigence, et en quelques heures, une réponse a confirmé leur acceptation. La signature sur le message appartenait à Marc Lefebvre, ce qui ne m'a pas surprise. Il avait toujours assumé les responsabilités publiques dans notre famille, et coordonner quelque chose de cette ampleur lui serait naturellement revenu. Ce qui m'a surprise, c'est la rapidité avec laquelle ils ont accepté. Leur empressement laissait entrevoir des pressions qu'ils ne reconnaissaient pas ouvertement. J'ai sauvegardé la correspondance sans commentaire. Les décisions étaient déjà enclenchées, et tout ce qui se passerait ensuite se déroulerait dans une structure que je contrôlais entièrement. Il y avait un calme étrange dans cette prise de conscience. Mon passé et mon présent ne se heurtaient plus par accident. Ils se rencontraient parce que je l'avais permis. En fermant mon ordinateur portable cette nuit-là, une vérité s'est installée avec une certitude tranquille, quoi qu'il advienne à cette réunion, cela redéfinirait bien plus qu'un contrat commercial. Cela révélerait qui ils étaient sans leur performance habituelle et qui j'étais devenu sans leur scénario. Le matin de la réunion est arrivé avec un calme qui semblait presque délibéré, comme si la ville elle-même s'était mise de côté pour laisser place à ce qui allait se dérouler. Quand je suis entré dans le bureau, Chloé Tran examinait déjà la logistique finale, sa concentration ancrée dans la précision qui rendait des journées comme celle-ci gérables. Elle ne m'a pas demandé comment je me sentais, et j'ai apprécié cela. Certains moments nécessitaient plus de quiétude que de conversation. La salle de conférence de la direction avait été préparée avec la même intention que nous apportions à chaque négociation de haut niveau. Rien d'extravagant, rien d'ostentatoire, juste des lignes épurées, un ordre silencieux et assez de structure pour signaler que c'était un endroit où des décisions sérieuses étaient prises. Je n'étais pas intéressé par la théâtralité. La gravité de la réunion parlerait d'elle-même. Un bref message de la réception nous a informé que les représentants de Lefebvre et Fils étaient arrivés. Ils étaient venus plus tôt que prévu, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur leur urgence. Je suis resté dans mon bureau un instant de plus, leur laissant le temps de s'installer dans la salle où Chloé les avait accompagnés. Attendre n'était pas une tactique que j'utilisais souvent, mais aujourd'hui, cela servait un but. Cela leur permettait de faire l'expérience de l'environnement sans encore comprendre qui l'avait façonné. Quand je suis sorti de mon bureau, j'ai traversé le couloir à pas mesurés. Mon esprit n'était pas à la confrontation. Il était à la clarté. Quoi qu'il arrive, je voulais que ce soit ancré dans la vérité plutôt que dans l'émotion. J'ai ouvert la porte de la salle de conférence sans hésitation. À l'intérieur, ils se tenaient tous les quatre près de la table, Grégoire Lefebvre, la posture rigide, Suzanne Lefebvre, lissant le bord de sa manche, Marc Lefebvre, transférant son poids dans une tentative familière de masquer sa nervosité, et Camille Rousseau, observant l'espace avec une incertitude polie. Aucun d'eux ne m'a regardé au début. Ils attendaient quelqu'un qu'ils avaient imaginé, quelqu'un de plus âgé, un homme, quelqu'un qui correspondait au modèle d'autorité auquel ils avaient fait confiance toute leur vie. Chloé a rompu le silence d'un ton assuré. Voici Adèle Lefebvre, directrice générale de Horizon Bleu. Leur réaction ne s'est pas manifestée par des mots, mais par une immobilité abrupte qui a rempli la pièce. Marc a cligné des yeux comme s'il recalibrait un souvenir. Le souffle de Suzanne s'est coupé d'une manière qu'elle a tenté de dissimuler. Grégoire n'a pas masqué sa confusion, et le changement dans son expression portait un poids que je reconnaissais de mon enfance, le moment où quelque chose contredisait le récit qu'il avait construit.
J'ai pris ma place en bout de table, non pas pour affirmer ma domination, mais parce que c'était ma place dans ce contexte. Marc s'est ressaisi le premier, offrant un signe de tête retenu qui reconnaissait à la fois la surprise et quelque chose de plus compliqué. Camille est restée calme, étudiant attentivement la situation. Suzanne s'est assise sur la chaise la plus proche, ses mouvements contrôlés même à l'assurer. Grégoire est resté debout jusqu'à ce que le silence rende cela peu pratique. J'ai commencé à présenter l'ordre du jour, examen de la portée, intégration des systèmes, calendrier prévisionnel et exigences de conformité. Ma voix est restée égale. J'ai fait référence à des données, des priorités stratégiques et des modèles d'expansion, tous affinés bien avant que cette réunion ne soit inscrite au calendrier. Le professionnalisme n'était pas pour eux. C'était pour l'intégrité du travail que nous faisions. À un moment donné, Grégoire a tenté d'orienter la conversation vers l'héritage et la réputation. Ces mots mêlaient des idées sur la stabilité, la perception publique et l'importance de s'aligner avec les bons partenaires. Il ne paradait pas. Il s'appuyait sur le cadre qu'il avait toujours utilisé pour mesurer l'importance. Dans une autre vie, j'aurais peut-être absorbé ce récit sans le remettre en question. Au lieu de cela, j'ai fait glisser mon téléphone sur la table, l'inclinant pour que le message s'affiche clairement. Je n'ai pas parlé immédiatement. J'ai laissé l'impact s'installer. Le texto brillait sur l'écran avec la certitude brutale qu'il portait le jour de son arrivée. J'ai vu la reconnaissance traverser son visage. Pas le choc, pas la culpabilité, mais la lourde prise de conscience que quelque chose qu'il croyait rester privé avait atteint un endroit qu'il n'avait pas anticipé. Suzanne a eu un hoquet. Marc a baissé les yeux. Camille est restée immobile, absorbant les implications. Je n'ai pas élaboré, défendu ma réaction ou invité à une explication. Le message en avait déjà dit plus que toute discussion n'aurait pu le faire. Il n'y a pas eu de confrontation, pas de voix élevée, juste une reconnaissance silencieuse que la dynamique dans cette pièce avait changé de manière irrévocable. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai continué avec les points restants de l'ordre du jour, mon ton inchangé. La réunion s'est déroulée comme n'importe quelle autre, structurée, efficace et ancrée dans les attentes professionnelles. Personne n'a tenté de revenir sur le moment qui venait de passer. Il se suffisait à lui-même, indéniable et complet. Lorsque le dernier document a été examiné, j'ai fermé le dossier et signalé que la session était terminée. Il y avait encore des décisions à prendre, mais aucune d'entre elles n'appartenait à ce moment. Ce qui importait maintenant, c'est que la vérité était entrée dans la pièce avec la même clarté que n'importe quel contrat que nous aurions pu signer. Les heures qui ont suivi la réunion se sont écoulées dans un calme inhabituel, comme si le bâtiment lui-même comprenait que quelque chose de fondamental avait changé. Je suis retourné à mon bureau et j'ai finalisé le rapport interne pour notre équipe de direction, décrivant la structure d'évaluation que nous suivrions pour la proposition de Lefebvre. Rien dans le document ne faisait référence au moment qui s'était produit dans la salle de conférence. Il restait strictement professionnel, car c'était ainsi que Horizon Bleu fonctionnait et que j'avais l'intention de continuer à fonctionner. Quand le moment est venu de communiquer notre décision, j'ai informé Chloé Tran que le partenariat serait mis en attente en attendant une évaluation plus approfondie. Ce n'était pas un rejet. C'était une pause définie par les normes que nous appliquions à chaque collaboration majeure, en particulier celle comportant un risque opérationnel important. Le retard serait interprété comme Lefebvre et Fils choisiraient de l'interpréter. Ma responsabilité était envers mon entreprise, pas envers les attentes ou l'inconfort de quiconque. En 2 jours, l'impact de cette pause s'est propagé à travers les canaux qui suivaient les développements immobiliers dans la région. Lefebvre et Fils s'apprêtaient à annoncer une initiative de modernisation à venir, et notre collaboration avait été le pilier de cette annonce. Sans confirmation, les investisseurs ont commencé à réclamer des éclaircissements. Les analystes de marché ont spéculé sur une instabilité interne. La valorisation de l'entreprise a vacillé, pas de façon spectaculaire, mais suffisamment pour attirer l'attention. Je n'ai pas suivi tous les titres, mais je ne les ai pas évités non plus. Observer à distance m'a permis de séparer mon rôle de directrice générale de l'histoire que je portais en tant que fille qui s'était autrefois sentie invisible à la table de sa propre famille. Le stress que l'entreprise subissait maintenant résultait d'années à se fier à sa réputation plutôt qu'à une stratégie adaptative. Ma décision n'a fait que révéler les fissures qui existaient déjà. Les effets se sont étendus au-delà de la sphère des affaires. Quelques publications locales ont souligné les événements sociaux où mes parents, Grégoire Lefebvre et Suzanne Lefebvre, étaient autrefois des habitués. Leur absence a été notée. L'absence de déclaration de la part de l'entreprise a également été notée.
Le silence est devenu une histoire en soi. Quant à Marc Lefebvre et Camille Rousseau, leurs fiançailles, autrefois décrites dans des articles sur papier glacé et des bulletins de club, ont disparu de la conversation publique. Aucune annulation n'a été annoncée, mais l'élan qui les entourait s'est discrètement dissous. Pendant tout ce temps, je suis resté concentré sur les opérations internes, examinant les plans d'intégration, analysant les projections et poursuivant le travail qui avait mené Horizon Bleu à son stade actuel. Je n'ai contacté personne dans ma famille. Je n'avais rien à ajouter à une situation façonnée par des choix plus anciens que ce contrat. Tard un après-midi, Chloé est apparue à ma porte, son expression calme mais alerte. Elle m'a informé que Marc était dans le hall et demandait à me parler. Son ton ne révélait aucun jugement, seulement la conscience que ce moment différait des interactions clients de routine. J'ai envisagé de le renvoyer, non par colère, but par respect pour les limites que j'avais construites. Au lieu de cela, je lui ai demandé de le faire monter. Marc est entré lentement dans mon bureau, les épaules moins rigides que d'habitude, comme si le poids qu'il portait s'était transformé en quelque chose qu'il ne pouvait plus cacher. Il n'occupait pas la pièce comme il le faisait autrefois, lorsque la certitude jouait en sa faveur. Il a pris le siège en face de moi sans présumer d'un accueil chaleureux. Sa présence ne contenait aucune once de droit, seulement la conscience que notre dynamique avait été réécrite d'une manière qu'il reconnaissait enfin. Je l'ai observé un moment. Il y avait des traces du frère que j'avais connu autrefois, celui qui n'était pas encore touché par les attentes qu'il a plus tard appris à intérioriser. Mais il y avait autre chose maintenant, une lassitude qui ne venait pas seulement du travail. Le silence entre nous n'était pas tendu. Il était révélateur. Il semblait comprendre que se précipiter dans des explications ne ferait que diminuer ce qui restait non dit. Je n'ai pas demandé pourquoi il était venu. S'il avait quelque chose à dire, il le dirait à ses propres conditions. Sinon, la visite se terminerait aussi discrètement qu'elle avait commencé. Il était assis, les mains jointes, les yeux baissés, non pas en signe de défaite, mais en reconnaissance de tout ce qu'il avait ignoré pendant des années. Le vernis qui le protégeait autrefois confiance, performance, aisance s'était fissuré. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti qu'il n'était pas là pour défendre, négocier ou persuader. Il était là parce que les conséquences des choix de notre famille avaient atteint un point où le silence ne lui servait plus, et quels que soient les mots qu'il finirait par offrir, il appartiendrait à ce seul moment, et non au passé auquel nous ne pouvions plus retourner. Le moment s'est étiré en silence avant que l'un de nous ne parle, comme si la pièce avait besoin de temps pour s'adapter au changement de ce que nous étions devenus. Quand Marc a finalement levé les yeux, il n'y avait aucune trace de l'assurance parfaite qu'il affichait autrefois si facilement. Ce qu'il avait remplacé était quelque chose de bien plus humain, une incertitude qui révélait à quel point les dernières semaines l'avaient changé. Il a commencé prudemment, choisissant ses mots comme si chacun nécessitait un examen avant d'être prononcé. Je ne l'ai pas interrompu. Sa voix n'avait rien de sa confiance habituelle. Au lieu de cela, elle portait le poids de la réflexion. Il a admis que la stabilité qu'il croyait que notre famille possédait s'était effondrée plus vite qu'il ne s'y attendait. Les investisseurs posaient des questions auxquelles il ne pouvait pas répondre. Les membres du conseil d'administration devenaient agités, et même les conversations de routine au bureau étaient devenues tendues. Il ne parlait pas pour excuser quoi que ce soit, mais pour reconnaître une réalité qu'il ne pouvait plus ignorer. Au fur et à mesure qu'il continuait, la distance entre qui il avait été et qui il devenait se rendait visible. Il a mentionné des moments de notre enfance que j'avais depuis longtemps classés, des cas où j'avais été ignoré, minimisé ou mis de côté. Il ne les a pas décrits avec un remords dramatique. Il les a décrits avec clarté, comme s'il les comprenait pour la première fois. Ce n'est pas l'excuse elle-même qui m'a frappé. C'est la reconnaissance que l'excuse venait d'une prise de conscience sincère, et non d'une gestion de crise. Avant qu'il ne puisse en dire plus, on frappa brièvement à la porte, qui s'ouvrit aussitôt. Grégoire Lefebvre et Suzanne Lefebvre sont entrés avec le genre d'urgence qui suggérait qu'ils craignaient de perdre quelque chose d'intangible. Chloé a essayé de les arrêter, mais ils ont insisté, et la porte s'est refermée derrière eux avec une sorte de finalité qui ne laissait aucune place à l'évitement. Grégoire se tenait rigide, comme si la posture seule pouvait restaurer l'autorité. L'expression de Suzanne mêlait inquiétude et détermination, ses mouvements mesurés mais tendus. Ils ne se sont pas assis immédiatement. Au lieu de cela, ils m'ont regardé avec un malaise qui montrait clairement qu'ils se trouvaient en territoire inconnu, un endroit où leur influence habituelle n'atteignait plus. J'ai attendu. S'ils avaient quelque chose à dire, ils le diraient sans que je les y incite.
Grégoire a commencé par des déclarations façonnées par des années à présenter une image de force au monde, mais le vernis s'écaillait sur les bords. Il a parlé de responsabilité, d'héritage, de la stabilité de l'entreprise et de la pression à laquelle la société faisait maintenant face. Rien de tout cela ne m'a surprise. Il nommait les symptômes, pas la cause. Suzanne l'a finalement rejoint, décrivant la tension émotionnelle, les changements sociaux, l'inconfort d'un examen soudain. Leurs paroles étaient empreintes d'urgence mais pas de clarté. Quand ils ont fait une pause, j'ai enfin parlé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai rien dramatisé. J'ai simplement exposé la réalité qu'ils avaient évitée. J'ai expliqué comment une vie passée à être mesurée par l'image avait érodé tout sentiment d'appartenance que j'aurais pu leur offrir. J'ai décrit les années où mes efforts étaient passés inaperçus, méprisés ou éclipsés par des attentes que je n'avais jamais accepté de porter. Mon ton n'a pas faibli, non pas parce que j'étais détaché, mais parce que la vérité n'avait pas besoin d'embellissement. La posture de Grégoire a changé la première. La rigidité s'est adoucie, remplacée par quelque chose qui ressemblait plus à de la compréhension qu'à de la défense. Les yeux de Suzanne se sont baissés, non pas en signe de défaite, mais de reconnaissance. Marc est resté silencieux, comme s'il comprenait que cette partie de la conversation n'était pas à lui de la combler. J'ai clairement indiqué que le pardon n'était pas l'obstacle. C'était la confiance. Et la confiance ne pouvait pas être restaurée par des excuses offertes sous pression. Elle nécessitait de la cohérence, de la transparence et la volonté de démanteler les schémas qui avaient façonné notre famille pendant des années. S'il voulait un avenir avec moi, familial ou professionnel, cela exigeait un changement fondé sur l'action, et non sur des déclarations. Les conditions étaient simples, Lefebvre et Fils avaient besoin d'une responsabilité structurelle, d'une formation en direction, d'un examen de la gouvernance externe et d'un engagement à réparer non pas l'image, mais la culture. Et personnellement, j'avais besoin d'espace pour évaluer leurs efforts sans présumer que la proximité passée garantissait un accès futur. Personne n'a argumenté. Personne ne s'est défendu. Le silence qui a suivi contenait plus de vérité que tout ce qui avait été dit plus tôt. Je n'ai pas offert de conclusion. Je n'ai pas offert de réconfort. J'ai énoncé les limites nécessaires à l'existence de toute relation authentique à l'avenir. Leur acceptation ou leur refus définirait ce qui restait entre nous. Quand j'ai fini, la pièce est restée immobile, portant le poids d'un changement qu'aucun d'eux n'avait anticipé, mais que tous comprenaient enfin. Un an s'est écoulé avant que je ne me permette de regarder en arrière avec quelque chose qui ressemblait à de la perspective. Le temps n'a pas adouci le passé, mais il a créé un espace pour une compréhension différente de celui-ci, une compréhension façonnée par la distance plutôt que par la réaction. Horizon Bleu avait grandi d'une manière qui exigeait de la vision, de la discipline et une sorte de constance que j'avais mis des années à cultiver. Cette croissance m'a porté en avant, même lorsque je n'étais pas tout à fait sûr de comment interpréter ce qui s'était passé au sein de ma famille. Lefebvre et Fils a traversé sa propre transformation. Leur présence publique s'est faite plus discrète, remplacée par une restructuration prudente qui signalait une reconnaissance des fractures internes. Grégoire Lefebvre a quitté son rôle de direction, choisissant plutôt de participer à des programmes axés sur la responsabilité des dirigeants. Suzanne Lefebvre a réorienté son attention vers des initiatives communautaires, se montrant dans des espaces où l'image avait moins d'importance que la sincérité. Les changements n'étaient pas spectaculaires, mais ils étaient constants. De petits ajustements qui suggéraient un effort plutôt qu'une performance. Quant à Marc Lefebvre, il abordait la vie avec une clarté que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ses fiançailles avec Camille Rousseau ont repris, mais sans le faste qui les entourait autrefois. Il se comportait différemment, ancré plutôt qu'élevé par les attentes. Nos interactions sont restées peu fréquentes mais régulières, façonnées par un respect mutuel plutôt que par une obligation. Diane a continué d'être un point stable dans ma vie, offrant des conversations sans arrière-pensée et un soutien sans condition. Elle ne m'a jamais demandé si je prévoyais de renouer les liens ou de maintenir la distance. Au lieu de cela, elle a encouragé la seule chose qui comptait, faire des choix enracinés dans ce que j'étais devenu, et non dans ce qu'on m'avait demandé d'être. 3 semaines avant Noël, une enveloppe est arrivée à mon bureau. À l'intérieur se trouvait une carte avec une écriture que j'ai immédiatement reconnue. Le message était bref, sans fioriture ni pression. Ma famille m'invitait à dîner, non pas comme une extension des affaires, non pas comme un geste vers la réconciliation, mais simplement comme une tentative de me rencontrer là où j'en étais. Il n'y avait pas de promesse, pas de supposition, seulement une reconnaissance de l'année qui s'était écoulée. J'ai hésité avant de répondre.
Les limites m'avaient protégé, mais elles n'étaient pas destinées à être des murs. Après avoir réfléchi à la décision pendant plusieurs jours, j'ai choisi d'y assister, non pas pour retrouver une version de la famille qui n'existait plus, mais pour voir si une nouvelle pouvait être construite sur des fondations plus claires. La veille de Noël, je suis arrivé avec Diane Moreau, dont la présence offrait une réassurance subtile. La maison que j'avais autrefois associée à la pression et à la performance semblait plus calme, presque inconnue. Il n'y avait pas de décoration choisie pour leur prestige, pas d'expositions organisées pour impressionner les visiteurs. L'atmosphère avait une simplicité qui ne se déguisait pas. Grégoire m'a accueilli sans confiance répétée, sa posture plus ouverte que je ne l'avais jamais vue. Suzanne s'est approchée avec un calme qui semblait sincère plutôt que prudent. Marc m'a accueilli avec une assurance qui reflétait le changement qu'il s'était approprié. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme une visiteuse s'immisçant dans un récit qui avait déjà un scénario. Je me sentais comme quelqu'un qu'ils apprenaient à rencontrer à nouveau. Le dîner s'est déroulé avec une aisance qui m'a surprise. Les conversations, bien que prudentes, étaient honnêtes. Personne n'a tenté de réécrire l'histoire ou de minimiser l'impact de leurs choix passés. Ils n'ont pas demandé pardon, et je ne l'ai pas offert comme un moment unique. Au lieu de cela, nous existions dans l'espace entre ce qui avait été fracturé et ce qui pouvait encore être réparé. Cet espace stable, calme, délibéré était suffisant. Plus tard dans la soirée, nous avons discuté de la possibilité d'une nouvelle collaboration entre Horizon Bleu et Lefebvre et Fils. Cette fois, la conversation n'était pas embrouillée par les attentes. Nous avons esquissé un partenariat plus petit, clairement défini, fondé sur la transparence et les limites professionnelles. L'accord n'était pas symbolique. Il était pratique, une reconnaissance que la reconstruction de la confiance nécessitait de la structure, pas du sentimentalisme. Quand la soirée s'est terminée, je suis parti avec un sentiment d'équilibre plutôt que de résolution. Le passé ne pouvait pas être réécrit, mais l'avenir n'avait pas à être dicté par lui. J'avais appris que le pardon n'était pas une capitulation. C'était la décision d'arrêter de porter ce qui ne m'appartenait plus. Et la famille, lorsqu'elle est abordée avec honnêteté, peut devenir quelque chose de choisi plutôt que d'imposé. S'il y avait une vérité que je retenais de ce voyage, c'était celle-ci: on n'efface pas le poids d'être sous-estimé, on le surmonte en grandissant. Et quand on entre enfin dans la vie qu'on a construite, la validation qu'on cherchait autrefois devient sans importance.